Donc je pense que le plus dur est derrière nous. Ah oui? Les prix ont chuté. Le sous-titre de Cyclope, c'est plus dur sera la chute. En réalité, c'était le titre qui aurait dû être mis. C'est pas de moi, c'est du éditeur, du rédacteur en chef. C'est le titre qu'on aurait pu mettre en 2011. Quand les cours avaient monté à des niveaux tout à fait déraisonnables, on payait encore les conséquences. Il y a eu 3 ans de répit en quelque sorte, où les prix ont été supportés par la Chine qui a importé des volumes considérables en s'accrochant toujours à cette politique de réserve nationale, de stock stratégique. Le fait qu'ils aient annoncé qu'ils n'importeraient plus les mêmes quantités à partir de 2015 n'était pas vraiment une surprise et beaucoup d'observateurs pensaient que ça aurait été annoncé beaucoup plus tôt. Toujours est-il que la Chine a maintenant 1 an et demi de sa consommation en stock et que ça prendra du temps parce que sa consommation n'augmente pas. Elle continuera un peu à importer. Les prix, comme toujours, le balancier va d'un extrême à l'autre. Les prix ont surréagi, le coton est aujourd'hui, et on voit d'ailleurs une reprise des cours au cours des dernières semaines et des derniers mois qui est liée à une période de soudure entre deux récoltes et également au fait que le coton était particulièrement bon marché. Le coton n'est pas très compétitif par rapport aux autres cultures, aux céréales, même si ceci et les autres céréales ont baissé. Il est aussi à des prix qui sont bien inférieurs au prix de revient dans les principaux pays producteurs, la Chine, l'Inde, les États-Unis, qui ont les grandes mesures de soutien, prix minimum garanti, le prix intérieur beaucoup plus haut en Chine qu'à l'extérieur, ce qui explique d'ailleurs les raisons pour lesquelles ils ont beaucoup importé, parce que le coton importé était beaucoup moins cher. Tout ça dans un et de meilleure qualité quand même, non? De stabilité, non, pas forcément. De stabilité générale, une politique chinoise visant à fixer des producteurs pour éviter qu'ils se retrouvent dans les villes. Et puis il y a toujours cette notion de culture stratégique, d'industrie textile stratégique, même si elle l'est de moins en moins pour la Chine. Oui, on a le sentiment quand même qu'il y a une baisse de la production volontaire en fait de la part de la Chine, non? Une baisse de la production, pas vraiment volontaire, c'est aussi parce que le coton essayait d'empêcher la baisse de la production. D'ailleurs, en 2014-2015, comme c'était annoncé, l'Inde a dépassé la Chine pour devenir le premier producteur et la consommation indienne continue à augmenter. L'Inde est le deuxième exportateur mondial, ça va le rester, et l'écart en termes de points un jour viendra où l'Inde dépassera, pas tout de suite, où l'Inde dépassera la Chine en tant que premier consommateur. La Chine n'est plus si compétitive que ça, et donc on le voit avec des délocalisations de l'industrie textile vers le Bangladesh, le Vietnam ou autre. C'est le prochain relais en fait de la consommation, en fait, de la transformation et de la consommation, des flux qui vont se déporter en fait de la Chine vers les autres pays, Bangladesh, Pakistan, qui sont déjà en partie quoi en fait. Donc pour les mois à venir, on voit déjà d'ailleurs, c'est pour ça que les cours se redressent un peu, on le voit aussi dans l'écart entre les prix et les cotations pour la prochaine récolte et la récolte actuelle, l'indice Cotelot, qui traduit le fait qu'il va y avoir pour la première fois une baisse sensible de la production, et après 5 campagnes d'excédent, la production devrait être inférieure à la consommation, résorbant, pas beaucoup, très peu quoi. Résorbant un peu, mais c'est quand même un signal, et puis qui est lié à une désaffection par rapport à la culture cotonnière, qui n'est pas dans beaucoup de pays attractive par rapport au soja. Oui, et puis qui n'est pas stratégique ou voilà. De soutien malgré les mesures de soutien. Mais et pourquoi... les prix de revient. Et l'autre élément aussi qui explique une légère reprise de la consommation, c'est le fait que le coton à ces prix-là est redevenu compétitif par rapport au polyester. Même avec la baisse du prix du pétrole? Là, en réalité, ça c'était une fausse idée. C'est une fausse idée. Le prix du pétrole, il y a eu des études il y a très longtemps qui montraient qu'une augmentation du prix du baril de $1 se traduisait par une augmentation du prix du polyester. Ce n'est plus vrai du tout parce que les éléments principaux qui sont derrière ça, c'est le niveau de production, les surcapacités ou surcapacités de production. Donc, en fait, le polyester repose sur des sous-produits du pétrole qui n'est pas valorisé comme l'est le pétrole lui-même. D'accord, donc ça n'influence pas à la marge, quoi, disons. Seulement à la marge. Toujours est-il que le coton est redevenu. Il n'est pas compétitif en termes de production par rapport à d'autres spéculations, d'où la baisse de la production qui est prévue pour cette campagne. Il est
redevenu compétitif par rapport au prix du polyester, qui est de loin son plus gros concurrent, puisque, pour la petite histoire aussi, en raison aussi de la grande volatilité, la part du coton dans la consommation finale de fibres textiles, elle est tombée nettement en dessous de 30%, contre 70% à la fin des années. Ça a accéléré une baisse tendancielle et la consommation de coton n'augmente plus, c'est 3,5 kg par tête. D'accord. Elle n'augmente plus qu'au rythme et à peine un rythme d'augmentation de la production, de perte de marché. Le coton a-t-il encore derrière tout ça, a-t-il encore un avenir? L'espoir à moyen terme, le consensus, et c'est logique, c'est ce que reflète le marché à terme. Sur les cotations sur 3 ans sur le marché à terme montrent un marché qui reste à ses niveaux de prix actuels. D'accord, donc c'est le prix d'équilibre quasiment, quoi, non? Non, parce que, alors, la bonne nouvelle par rapport à ça, la première chose, c'est que le consensus, le marché, c'est l'adage qui dit le marché s'arrange toujours pour emmerder le maximum de gens. Ça a été vrai dans le passé. Jamais le marché à terme n'a reflété ce qui s'est passé. Le marché à terme n'avait jamais prévu d'envoler des cours de 2010 à 2011, et bon, on peut multiplier les exemples là-dessus. Donc on peut bien penser que ce consensus-là, il sera déjoué par les faits. Et ça ne peut, à mon sens, être que par une augmentation des cours, parce que le coton n'est vraiment pas cher, qu'il y a toujours des mesures de soutien qui sont prises ici et là, qui jouent de rôle de force de rappel. Et par rapport à ça, je crois que l'Afrique a une carte à jouer, parce que l'Afrique est le seul continent où il y a un potentiel d'augmentation de surface et surtout un potentiel d'augmentation de productivité. Même avec des prix qui sont, on l'a vu, surtout en Afrique de l'Est, des prix aux producteurs qui sont décevants et qui ont conduit à une baisse de la production, il faut que les producteurs, et beaucoup d'entre eux commencent à le comprendre, que ce qui est important, ce sont les revenus, et que le prix au producteur n'est qu'une composante mineure du revenu, la principale étant le rendement sur lequel il a une marge, il peut intervenir, alors que sur le prix, il n'y a rien à faire, les prix sont déterminés, ils ne sont pas déterminés en Afrique. Mais on en parle depuis longtemps du rendement, donc comment faire pour que vraiment l'améliorer en fait? La question revoit. Déjà, la première chose, c'est prendre conscience. Et je pense aussi que cette prise de conscience n'a pas été aidée par l'envolée des cours de 2011, 2010, 2011. L'exemple que je donne toujours, c'est que lorsqu'on parle de baisser les prix aux producteurs de 250 francs CFA kilo à 220 francs, il y a des hurlements, ils n'ont pas pu produire, oubliant qu'en 2009-2010, les producteurs étaient payés 180 francs et à ce moment-là disaient il nous faudrait un prix de 200 francs pour s'en servir. Alors bien évidemment on a la mémoire courte, les avantages acquis c'est difficile, oui, mais ça, toujours... il vaut mieux produire une tonne 5 à 200 francs que 800 kilos à 250 francs. Donc ça c'est les compagnies cotonnières qui vont donner l'impulsion ou c'est les producteurs? C'est à quel niveau ça se joue? Ça se joue aux deux niveaux. Aux deux niveaux, particulièrement en tous les cas dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, les filières fonctionnent en interprofession, en binôme, de façon consensuelle. Qui sauve en quelque sorte c'est le taux de change là. C'est le taux de change. De la même façon, un prix de disons 250 francs CFA du kilo l'année dernière, c'était 50 cents par kilo, par rapport à un coût élevé, par kilo de coton graine. Rien que l'effet de taux de change, les 250 francs, c'est 40 cents. Donc c'est loin d'être négligeable et ça améliore et ça renforce ce que je disais tout à l'heure en termes d'espoir pour les filières cotonnières africaines, à la fois qui ont des coûts de revient qui sont beaucoup plus faibles que dans les autres pays. On dit volontiers qu'au Brésil, aux États-Unis, en Chine, le coût de revient c'est nettement supérieur, on a dit ça, nettement supérieur à 80 cents la livre. En Afrique, c'est moins que ça. Moins que ça. On peut s'en sortir avec les niveaux de cours actuels sur lesquels il faut s'ajuster.